Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. La justice guinéenne vient de prononcer un non-lieu contre 30 détenus suite aux événements liés à la présidentielle de 2020. L'annonce a été faite vendredi dans un communiqué du ministre porte-parole du gouvernement. À l'opposition, Cellou Dalein Diallo reste encore méfiant. L'agression contre les installations DDG à Conakry, les citoyens s'exposent eux-mêmes à d'innombrables dangers. Si ces dangers leur échappent, les responsables de l'électricité de Guinée leur en expliquent avant de leur demander de libérer les lieux. Et puis le feuilleton présidence de la Fédération guinéenne de football n'a pas encore fini de livrer ses épisodes. Pour le congrès du 18 mai, 5 candidatures sont validées, dont celle de Boubacar Tri qui était exclu de la course. Encore une fois, bienvenue à tous. L'instruction est close dans les dossiers relatifs aux opposants arrêtés lors ou en marge des violences électorales de 2020. C'est le ministre porte-parole du gouvernement qui l'a annoncé vendredi à travers un communiqué. À cette sortie, les réactions ne se sont pas fait attendre. Si le président de l'UFDG se méfie encore de cette décision, les avocats de la défense, eux, annoncent leur retour dans les différentes procédures. Selon Maître Mohamed Traoré, l'heure est arrivée de prouver que leurs clients ne sont pas les auteurs et ne devraient donc pas être détenus, à plus forte raison condamnés. Ali Badara Kamara. Le président de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, s'est exprimé sur le non-lieu accordé hier soir par la justice à une trentaine de personnes détenues pendant plus de 6 mois à la maison centrale de Conakry. Pour lui, il faut se méfier de cette décision puisque, dit-il, tout comme les verdicts qui seront rendus à l'endroit des leaders de l'UFDG, l'ANAD et du FNDC. Il ne s'agit là que de décisions dictées par Alpha Condé. L'opposant appelle à la vigilance. S'il faut se réjouir de la libération ce 7 mai de 30 citoyens injustement incarcérés depuis bientôt 6 mois, il faut en même temps craindre que cette décision ne soit une opération de communication visant à soutenir la campagne déclenchée par le gouvernement pour accréditer l'idée selon laquelle notre justice serait indépendante. Soyons vigilants car cette décision de non-lieu rendue aujourd'hui en faveur de ces 30 militants de l'opposition, tout comme les verdicts qui seront prononcés contre les leaders de l'UFDG, de l'ANAD et du FNDC, sont des décisions dictées par Alpha Condé. Dans le même dossier, il faut noter la clôture de la période de la mise en état de l'affaire et de renvoi des dossiers devant le juge du fond. Aux yeux des avocats de l'opposition, Maître Mohamed Traoré, ceci est un grand pas qu'il faut saluer. La clôture de l'instruction préparatoire marque une avancée considérable dans le traitement de ces 2 dossiers, celui concernant le train et celui d'Étienne Soropogui et autres. Il est vrai que nous, avocats de la défense, avions décidé de suspendre notre participation à ces différentes procédures pour des raisons que nous avons suffisamment exposées. Mais nous avions pris soin aussi d'indiquer aux inculpés que nous défendons la conduite à tenir devant les juges. Beaucoup d'entre eux avaient opté pour le silence comme la loi le leur permet. Maintenant que certains d'entre eux ont été renvoyés devant le tribunal pour être jugés, ils saisiront cette occasion pour s'expliquer face au peuple de Guinée, au nom duquel la justice est rendue. Au nom de ses collègues, Maître Traoré assure que les conseils qu'il représente démontreront que leurs clients ne sont pas les auteurs et ne devaient donc pas être détenus, à plus forte raison, ne doivent pas être condamnés. Dans les prochains jours, la défense reviendra dans les procédures. Nous avons échangé avec nos clients auxquels nous avons donné les raisons qui motivent ce retour. Ils approuvent notre démarche et déclarent nous faire entièrement confiance. Nous organiserons dans les prochains jours une conférence de presse pour expliquer la démarche qui est la nôtre après la clôture de l'information. L'ancien bâtonnier dit espérer que la justice guinéenne prouvera toute son indépendance dans ces dossiers. Les travaux de curage des caniveaux et balayage des rues de Conakry ont été lancés ce samedi à Kaloum. L'opération s'éteindra sur 4 mois.
Elle mobilise plus de 2700 jeunes et 1500 femmes, tous recrutés auprès des mairies et chefs de quartier. Le coût global de ce vaste projet d'assainissement est estimé à plus de 16 milliards de francs guinéens. Mohamed Kalisso et Ibrahima Souri Kamara. Tous les caniveaux de Conakry seront curés. Toutes les rues et ruelles seront balayées. Ces travaux sont exécutés à travers la méthode IMO, c'est-à-dire la haute intensité à main-d'œuvre. Ceci permettra de créer des emplois temporaires et de lutter contre la pauvreté. Le projet s'étendra sur 4 mois. Monsieur le Président, son Excellence professeur Alpha Condé, a donné de grandes orientations à chaque département. Ces orientations qui sont transformées en lettre de mission. Et dans la lettre de mission qui a été assignée à Madame la ministre des Travaux publics, au point 5, il lui a été demandé de faire de sorte que tous les travaux non spécialisés soient réalisés par la méthode Hashimo. Et le premier entretien dont une route doit bénéficier, c'est bien le cantonnage. Et ce que nous faisons est appelé le cantonnage urbain. Il va consister d'abord à curer les caniveaux, à balayer les routes, mais également les ouvrages sous-chaussés, afin que, pendant cette période des pluies, qu'on ne puisse pas vivre ce qu'on a toujours vécu. L'opération mobilise 2725 jeunes pour le curage des caniveaux et 1500 femmes pour balayer les rues. L'Agence nationale d'assainissement est inclue dans le projet pour le ramassage des ordures. Ces main-d'œuvre sont recrutées grâce au concours des mairies et chefs de quartier. Le projet est financé par le Fonds d'entretien routier. Madame la ministre des Travaux publics a souhaité qu'il y ait cette participation communautaire. Il y a donc pendant 4 mois, chacun de ces jeunes va avoir un revenu net de 700 000 francs par mois dans le cadre de ce curage, et chacune des femmes, dans le cadre du balayage des voies principales, va avoir 500 femmes. Donc c'est un emploi temporaire qui est créé, des revenus supplémentaires qui sont créés, tout cela dans un budget global qui est étalé de manière transparente autour de 16 milliards 800 millions, y compris le ramassage des ordures par l'Agence nationale de salubrité publique. Ce vaste programme d'assainissement est coordonné par les ministères des Travaux publics, de la jeunesse et emploi jeunes et celui de l'hydraulique et de l'assainissement. Ces opérations s'étendront à l'intérieur du pays à travers l'abattage des arbres qui encombrent les routes interurbaines et le défrichement des mauvaises herbes de part et d'autre des voies pour maintenir une bonne visibilité. Rencontre d'échange et d'informations entre le Conseil administratif de la Caisse nationale de sécurité sociale et des médias partenaires. Le but était d'éclairer les lanternes des citoyens sur le fonctionnement de l'institution. Il a ensuite été demandé aux hommes de médias d'assurer le relais auprès des populations, mais aussi de se faire immatriculer pour assurer leur retraite. Compte rendu, Antoinette Dédé Onivogui et Djibril Kabak Kamara. C'est dans le souci de mieux communiquer et de se faire comprendre par les populations que la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale a initié cette rencontre d'échange avec ses partenaires médias. Il s'agit principalement de leur faire connaître le véritable fonctionnement de l'institution. Dans les débats, les questions sur le fonctionnement de la Caisse, les réformes envisagées et les défis ont été largement détaillés. Peut-être que certains avaient des préjugés, des fantasmes, mais que chacun de nous puisse faire sa propre gouverne en écoutant à la source ce que nous faisons. Donc de façon ramassée, il fallait parler de notre organisation structurelle et institutionnelle, de notre fonctionnement, des perspectives et les difficultés que nous rencontrons comme toute activité humaine. La Caisse nationale de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif dont la vocation est d'assurer la sécurité sociale des salariés des secteurs privés et parapublics. Au regard de ces acquis, le directeur général de l'institution estime que tous les salariés doivent s'inscrire à la CNSS afin de jouir de ses faveurs. Nul ne peut à lui seul se prendre en charge pour sa santé, raison pour laquelle nous vous convions, si vous n'êtes pas encore inscrit, de tout faire pour vous faire inscrire. Car à la sécurité sociale, vous êtes
quand vous êtes affilié, vous avez vos droits de votre vivant pendant que vous êtes en activité. D'autres problèmes qui ne sont pas les moindres, c'est l'indifférence des patrons de médias qui ne sont pas encore immatriculés. C'est pourquoi une invite leur est faite afin d'immatriculer leurs employés. Je dois demander à tous les patrons des médias de tout mettre en œuvre pour venir inscrire, enregistrer leurs travailleurs à la sécurité sociale. Parce que la sécurité sociale est un droit humain fondamental. On a recours à la sécurité sociale pour le maintien du revenu en cas de risque. Donc il n'est pas normal que les travailleurs des médias que vous restiez sans aucune couverture sociale. La fructueuse rencontre s'est soldée par une visite guidée dans les locaux de l'institution qui est une véritable dynamique de réforme. Il faut rappeler par la même occasion que la Caisse nationale de sécurité sociale dispose désormais de matériel de diagnostic de dernière génération. Elle va diminuer les déplacements vers l'étranger et faciliter la prise en charge du personnel, assure Dr Hussein Chaloub. Suivez. Parce que vous savez, beaucoup de Guinéens vont à l'étranger aujourd'hui, c'est pour faire ce qu'on appelle la coronarographie, pour voir est-ce qu'ils ont des artères qui sont bouchées, pour pouvoir traiter en mettant des stents ou des pacemakers. Donc nous avons demandé à la direction, nous avons proposé à la direction de mettre un centre de cathétérisme cardiaque qui a vu le jour parce que dans moins de 15 jours, nous allons faire fonctionner ce centre et ça va réduire drastiquement les évacuations sanitaires vers l'étranger. Tous les patients qui partaient à l'étranger, ils partaient avec des faux diagnostics. Aujourd'hui, nous avons pu parer à cet état de fait. Tous les patients qui doivent être évacués aujourd'hui sur l'étranger, ils partent avec des diagnostics clairs, nets et fiables. Donc notre objectif d'abord, c'est de mettre en place ce centre de diagnostic et le renforcer les capacités de ce centre de diagnostic et commencer le traitement après. Et vous avez vu, le centre de cathétérisme, c'est un centre de diagnostic et de traitement en même temps. Autre chose dans cette édition, faut-il craindre d'autres incidents d'origine électrique sur les populations? La question mérite d'être posée. Les entrepôts et les installations d'électricité de Guinée sont agressés par les citoyens. Certains n'hésitent même pas à effectuer leur commerce à côté des transformateurs de 630 kVA, une situation qui inquiète les agents de la société qui invitent les citoyens à quitter les lieux le plus vite que possible. Alceni Bari et Abdoulaye Kamara. Nous sommes à Kaloum, ici à Mankepa, au poste cabine BBC. Des ouvriers sont en pleine activité sous cette ligne moyenne tension. Un danger permanent, mais décidément, ils s'en foutent. Un peu plus loin, au poste cabine Pasteur, se dresse un transformateur de 630 kVA qui alimente près de 420 clients. Des femmes y vendent des fruits et légumes, sans peur ni crainte. Difficile pour les agents d'effectuer des travaux de maintenance sur ces installations. Je dis encore, c'est dangereux. C'est la chaleur qui est dedans, dans 630 kVA. Si d'abord il y a deux effets qui peuvent se produire. Non seulement ça dégage la chaleur, cette chaleur-là n'est pas bonne pour eux. Deuxièmement, c'est le courant. Ça peut arriver à n'importe quel mois, n'importe quelle heure. S'il y a explosion, leur vie est en danger. Ces postes sont agressés et chaque année, ce transformateur de 630 kVA est remplacé. Les ouvertures qui permettent l'évacuation d'air sont bouchées et sur le toit, des casiers de jus sont entreposés. Le risque est en cours, elles le connaissent bien, mais elles s'en remettent à la volonté de Dieu. Nous connaissons le danger qui nous guette, mais Dieu est avec nous parce que nous ne sommes pas là juste pour le plaisir. Nous savons vraiment que ce n'est pas bon de rester ici, mais on n'a pas le choix. Si nous partons dans les autres lieux, on nous cherche. Donc on est obligé de rester ici. À Madina, c'est le comble. Au fond de cette ruelle se trouve un poste cabine de 630 kVA. Les ouvertures sont bloquées, même la porte, difficile d'y accéder. Les vendeurs n'hésitent d'ailleurs pas à exposer des articles sur le mur de l'entrepôt. La Société Électricité de Guinée a mené moult actions de sensibilisation des citoyens. Mais hélas, rien n'y fait. Elle a même rencontré les autorités autour du sujet.
Et il n'y a pas de semaine où nous ne prenons pas attache avec les autorités de la ville. Nous avions aussi saisi le maire ou bien la mairesse de la commune de Kaloum avec les PV des huissiers qui ont été faits, qui ont constaté matériellement que les populations se sont installées au voisinage de nos installations. Ces cas ne sont pas les seuls dans la capitale. La plupart des installations DDG sont agressées au vu et au su de tous. Et quand il y a court-circuit, on dénomme parfois des morts et des dégâts matériels importants, alors que ce sont des incidents qu'on pouvait bien éviter. Les concessions ou les commerces doivent être à 2, 3 mètres ou plus, comme nous indiquent les agents. Une nouvelle église catholique vient d'être inaugurée à Koléa dans la commune de Matam, financée à plus de 2 milliards de francs guinéens. La paroisse Saint-Michel de Koléa a été consacrée ce samedi à travers une messe célébrée par l'archevêque de Conakry et l'ensemble des évêques de Guinée. Les fidèles chrétiens ont fait des prières de remerciement à Dieu pour l'octroi de cette nouvelle maison de prière. André Mossier, Milimono, Aboubakar Keke, Bangora. C'est un bâtiment flambant neuf qui va désormais servir de lieu de prière aux fidèles chrétiens catholiques de Koléa. Monseigneur Vincent Koulibaly, dans son homélie, s'est réjoui de l'effort fourni par les fidèles de cette paroisse en bâtissant cette maison de prière dont 95% des fonds proviennent de la cotisation des fidèles eux-mêmes. Il a ensuite invité les autres chrétiens à emboîter le pas des fidèles de la paroisse Saint-Michel de Koléa. Je suis particulièrement émerveillé en pensant que vous avez mobilisé sur place, près de 95% du financement de cette belle église. C'est triste parfois de voir certains lieux de prière moins décorés que nos salons, que nos maisons propres. Et Dieu est plus grand que tout. Si Dieu est notre Père, il nous revient par conséquent de construire sa maison. C'est un des moyens de recevoir la bénédiction de Dieu. Au cours de cette consécration, plusieurs rituels sont appliqués par l'évêque et les prêtres réunis autour de lui pour la célébration de la messe. L'évêque fait la bénédiction du bâtiment, ensuite l'onction et l'encensement de l'autel. D'autres rituels sont observés selon les traditions de l'Église catholique. La maison de Dieu mérite d'être la meilleure. Et nous, c'est ce que nous avons voulu faire. Si nous vous disons certaines choses, vous voyez le plafond, il nous a coûté 250 millions qu'on a fait venir d'Espagne. Et nous avons des appareils de sono qu'on a fait venir de France qui nous coûtent près de 50 à 100 millions. Pour vous dire qu'on voudrait que Dieu soit dans un lieu honorable. Parce que nous mettons le meilleur de nous-mêmes pour faire nos maisons, nos chambres. Mais c'est Dieu qui nous donne ces possibilités. Que faisons-nous pour Dieu? Quel est notre don? Je crois que chacun de nous doit comprendre que chaque fois que je donne à Dieu, je reçois au centuple. Avec une capacité d'accueil de 1500 fidèles, cette nouvelle paroisse figure désormais parmi les plus grandes du pays. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que je ne trouve pas assez de mots pour commenter ce qui a été fait à Koléa. Je crois donc que Monseigneur a raison d'inviter les fidèles chrétiens des autres paroisses à faire la même chose que ceux de Koléa. Cérémonie de distinction au titre d'ambassadeur de la paix à Conakry. 3 grands prêcheurs guinéens ont été distingués samedi. C'est une initiative de la Fédération pour la paix universelle qui vise à promouvoir la paix et le vivre ensemble dans le pays. Ismaël Nabé et Yacouba Traoré. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du climat de paix et de convivialité entre les Guinéens. La Fédération pour la paix universelle représentée en Guinée ne sous-estime pas les efforts des nouveaux ambassadeurs de la paix. La cérémonie de remise de distinction d'ambassadeurs de paix qui nous réunit aujourd'hui concerne des personnalités qui ont et qui consacrent leur vie à la promotion de la culture de la paix, de la non-violence, du vivre ensemble. Il s'agit d'Adja Mariama Diaby, Eladj Barou Kondé et du président Laye Souleymane. Les nouveaux ambassadeurs pour la paix universelle mesurent l'immensité du travail qui les attend. C'est pourquoi
Ils promettent de faire mieux les jours à venir en faveur de la paix. Toutefois, je considère cet honneur que l'on me fait en ce jour comme un appel particulier lancé à toute une génération de jeunes leaders à laquelle je suis fier d'appartenir. Cet appel est un ensemble d'éléments pour bâtir le vivre ensemble. Pour cela, je ne peux que dire merci et je ne ménagerai aucun effort pour apporter ma pierre d'édifice à ce qui est en train de se réaliser actuellement dans notre pays. Pour El Hadj Djeriba Diaby, doyen des ambassadeurs de la paix en Guinée, la diversité des représentants de la paix favorise le vivre ensemble dans le pays. Larmes aux yeux que je prends la parole à côté de mes frères et ma maman pour remercier les communautés internationales, la Nations Unies, la Fédération internationale pour la paix et l'assistance sociale, qui sont là pour assister la Guinée malgré les difficultés que nous avons. On n'a pas besoin de l'ONU ici pour nous envoyer des soldats. Nous avons besoin de l'ONU pour nous amener les ambassadeurs de la paix, les amoureux de la paix, les hommes de la paix, les soldats de la paix. Donc moi, El Hadj Djeriba Diaby, je suis un des généraux de ces soldats. Je ne suis pas général qui porte arme, mais je suis un général de 4 galons. Je ne l'ai pas eu dans mon lit. Les ambassadeurs de la paix internationale sont des personnages du monde chrétien et musulman qui, à travers les paroles de Dieu, participent à la prévention et au règlement des conflits, tout en promouvant la paix. Vous le savez peut-être, les 10 dernières nuits du mois saint de Ramadan marquent les nuits parmi lesquelles figure la nuit du destin qui équivaut à 1000 nuits d'adoration. À quelle date coïncide-t-elle la nuit du destin? Quelle est sa particularité et pourquoi la 26e nuit est-elle considérée comme la nuit du destin? La réponse, c'est dans ce élément de reportage de Djenab Bangoura et de Aliouba. 1000 mois d'adoration, soit plus de 84 ans de dévotion à Allah, c'est la récompense que Dieu réserve aux fidèles qui auront la chance d'avoir la nuit du destin, appelée Laylatul Qadr. Une nuit où le Saint-Coran a été révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Selon les Écritures, elle se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Laylatul Qadr, c'est un don pour les musulmans et c'est un sourate que Dieu a fait descendre seulement la nuit là. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. C'est moi Dieu qui vous a donné la nuit du destin. Généralement, les fidèles musulmans profitent de la nuit du 26 au 27 du mois saint pour célébrer la nuit du destin à travers des prières et la lecture intégrale du Saint-Coran. Pourquoi le choix de ce jour par les fidèles? Ce religieux apporte une explication. Le premier Laylatul Qadr, le premier mot Laylatul Qadr, il a compté les lettres. Et les lettres du premier mot a donné 9 lettres. Il a compté le deuxième aussi, 9 lettres. Il a compté le troisième aussi, 9 lettres, ça fait 27. Et c'est le 27e jour que le Coran aussi a descendu. Cette année, pour cause de Covid-19, les fidèles musulmans n'ont pas pu effectuer les prières nocturnes collectives dans les mosquées. C'est une décision du gouvernement qui tente de circonscrire la propagation du virus. Cette religieuse invite ses co-religionnaires à œuvrer en faveur de la paix dans le pays. J'appellerai tout le monde au calme, puis renforcer la vigilance dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Dieu a décidé ainsi, restons derrière lui. Et puis un mort, 3 blessés, dont une vieille dame. C'est le bilan des affrontements survenus ces derniers jours entre forces de l'ordre et manifestants dans la région administrative de Kankan. Des violences qui font suite au communiqué du secrétariat général à l'affaire religieuse relative à l'interdiction des prières nocturnes dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire national. C'est un grand format signé par Alpha Omar Koïta.
très remonté contre la décision du secrétariat général aux affaires religieuses interdisant des prières collectives dans les mosquées pendant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Des jeunes ont pris d'assaut la ville de Kankan dans la nuit du mardi à mercredi entre 2h et 4h du matin pour se faire entendre. Des jeunes qui ont tout d'abord érigé des barricades et brûlé des pneus sur les principaux axes du centre-ville avant de rendre des visites inopinées au domicile du patriarche puis à celui du premier imam de la grande mosquée de Kankan où ils ont procédé à des jets de pierre. Cette sortie nocturne ne les a pas suffi. Ce mercredi, ces jeunes déterminés au prix de leur vie, soutenus par certains leaders religieux, ont de nouveau battu le pavé à travers la ville avec le slogan. À quelques mètres du point de départ de la manifestation, des jeunes protestataires se sont heurtés à un autre groupe de contre-manifestants acquis à la cause du grand imam de Kankan. Des heurts qui n'ont pu interrompre l'élan des jeunes protestateurs qui ont rallié le gouvernorat de Kankan en traversant la ville où ils ont voulu organiser leur sit-in. Un sit-in qui a été vite interrompu par l'arrivée des forces de maintien d'ordre sur les lieux qui les a aussitôt dispersés à coups de gaz lacrymogène. Ce n'est pas tout. Dans la nuit du mercredi, des arrestations ont eu lieu au quartier Missiran dans la commune urbaine, accompagnées des tirs de sommation pendant plus de 2 heures. Bilan, 3 personnes dont une vieille dame ont été atteintes par balle, ce même si le gouverneur de région dit ne pas être informé de ces cas de blessés. C'est la première fois. La première fois. La première fois. Tôt dans la matinée de ce jeudi, une rencontre de crise s'est tenue dans la cour de la grande mosquée de Kankan à la demande de la notabilité. Un tête-à-tête qui a regroupé les autorités administratives et religieuses, les responsables des forces de défense et de sécurité et les responsables de jeunesse. Et nous sommes là aujourd'hui pour demander à l'autorité, à tous les niveaux, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour retrouver ces malfaiteurs, les sanctionner à la mesure de leur forfaiture. De son côté, le gouverneur Sadou Keïta promet de mettre tout en œuvre pour traquer les teneurs de ces violences et les traduire devant les juridictions compétentes. Je sais que nous allons arrêter tous ceux qui ont mené ce mouvement. Tous. Ils vont dire pourquoi ils ont mené ce mouvement. Contre qui et en faveur de qui? Pas en tout cas des populations. Interrogé sur les violences survenues ce jeudi à Kirouani ayant coûté la vie à un jeune élève de la 10e année, le numéro 1 de la région apporte des précisions. Kirouani, je suis d'accord. Mais là, c'est un calibre 12. C'est pas Péamaka, c'est calibre 12. C'est un seul qui est bon, un jeune. Pour l'heure, un calme précaire est revenu dans la cité et les citoyens, quant à eux, continuent de vaquer à leur activité quotidienne comme si de rien n'était. Et depuis l'interdiction des activités culturelles à Conakry pour des raisons de pandémie, les hommes de culture guinéens traversent une période difficile. Certains peinent même à joindre les deux bouts. Dans ce reportage signé par Bernard Koundouno et Aboubakar Kekebangora, vous entendrez les cris de cœur de certains musiciens qui invitent le gouvernement à leur venir en aide. Suivez. Il est diplômé, chanteur, reggaeman et engagé. Depuis l'interdiction des spectacles et concerts en Guinée pour des raisons de pandémie, Fada Bakdoum, comme la majeure partie des musiciens guinéens, traverse une période difficile de sa vie. Nous traversons des moments très difficiles comme vous voyez. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'un artiste sans concert ne vit pas. Pour joindre les deux bouts, ne serait-ce que trouver son quotidien, l'artiste vit de la générosité de son producteur. Très difficilement, je parviens à joindre des deux bouts, mais Dieu merci parce que j'ai des bonnes personnes derrière moi et c'est ce qui me permettra d'ailleurs de passage de parler de mon producteur qui ne m'a jamais laissé tomber, qui a toujours cru au combat que je mène et qui sait vraiment ce que je veux et qui fournit beaucoup d'efforts pour qu'on aille de l'avant. Même situation chez Oudi Premier, un des artistes populaires du pays. Le secteur culturel en souffre beaucoup parce que nos activités sont au ralenti, si je peux dire même inexistantes. Donc c'est très dur pour un artiste qui vit de son art.
de se retrouver à plus de bientôt 2 ans sans activité, c'est très très difficile. Contrairement aux autres artistes qui souhaitent la levée de l'interdiction des spectacles en Guinée, Oudi lui trouve responsable cette décision des autorités et invite ses fans au respect des mesures barrières, mais aussi à se faire vacciner contre la pandémie. Même nous n'aimerions pas voir nos fans être contaminés par cette pandémie. Donc je pense que nous sommes aussi dans cette même logique de sensibiliser la population, sensibiliser nos fans à respecter les gestes barrières, aussi à faire en sorte de respecter tous les gestes barrières pour qu'on puisse finir avec cette pandémie. Comme plusieurs autres artistes musiciens du pays, cet artiste invite le gouvernement à penser à leurs conditions de vie. Il faut que Alpha Condé comprenne que nous ne vivons que de cette culture. Depuis le début de la pandémie à Covid-19 en Guinée, seuls les opérateurs culturels qui avaient les activités en cours lors de la première interdiction ont bénéficié du soutien financier de l'État pour compenser les pertes enregistrées après l'arrêt brusque des concerts et spectacles culturels. Parlons sport maintenant. On connaît désormais les candidats retenus pour le prochain congrès électif de la Fédération guinéenne de football prévu le 18 mai 2021. La commission électorale de la Fédération guinéenne de football a publié cet après-midi la liste des candidats. On écoute Dora Aboubakar Koïta au micro de Mamadou Boïba et de Aboubakar Dine Kamara. Poste de président du comité exécutif, Abdul Karim Bangoura. Kerfala Kamara. Suleiman Sherif Aboubakar Touré. Poste de premier vice-président du comité exécutif, Aboubakar Sidiki Kamara. Lucien Bendou Guilao. Albami Saïdou Silla. Djibril Djara Bekem. Poste de membre du comité exécutif, Mohamed Lamine Kaba, Tom. Moussa Bintou Kaba. Abdurrahman Touré. Moriba Albert Delamou. Mustafa Kamal Bas Touré. Mamadou Diallo. Dr Mohamed Saloum Bangoura. Mamadou Bari, Dr Mohamed Kader Kamara, Fakonde, Mustafa Mohamed Haidara, Nabi Garensha Kamara, Mamadou Ba Engagé Kamara, Mohamed Souma, Zakaria Kamara, Alpha Daï Diallo, Abou Sissé, Mamadi Djoumande, Mohamed Lamine Nabe, Mamadou Sharif Diallo, Oumou Banou Nassi, Mamadou Dramé, Asmeou Diallo, Lansana Keita. Et la revue de presse, dans ce journal, l'interdiction des prières nocturnes de la dernière décade du Ramadan. Les médias guinéens en ont fait l'écho, puis le cas de Ousmane Gawal qui revient sur le devant de la scène. Voyons tout cela avec Djibril Ba. Bonsoir à tous et à toutes. À la une des médias, les manifs à Sigiri contre l'interdiction des prières nocturnes. Ali Jamal dit qu'il n'est pas informé, titre Mosaïque. Interdiction des prières nocturnes, l'amertume du FNDC barre à sa une le lynx.net. Les citoyens comprennent par cette énième interdiction incohérente la poursuite de l'utilisation de la Covid-19 par Alpha Condé et son gouvernement pour satisfaire leur calendrier politique marqué par le maintien de l'état d'urgence sanitaire ainsi que la restriction de l'espace civique et des libertés publiques. On avait 1 à 2 morts par mois. Maintenant, on a 5 à 10 morts par semaine. Écrit Conakry live.info. Je suis devant vos micros, les larmes aux yeux. Nous venons de perdre dans une communauté religieuse le grand prêtre de Kankan. Il est décédé suite à cette pandémie. On a des imams qui sont décédés suite à cette pandémie, a dit Sakoba Keita, cité par notre confrère. D'après Vision Guinée, Dr Sakoba tente de calmer les esprits. Que les Guinéens sachent que l'Agence nationale de sécurité sanitaire a été créée pour aider au maintien de leur santé et l'agence est constituée de musulmans et de chrétiens. On ne fera rien contre la religion musulmane, on ne fera rien contre la religion chrétienne, lit-on ces propos
entre les lignes du site d'information. En Haute-Guinée, la population est dans un état d'urgence humanitaire, titre Guinée Matin. Cette situation est la conséquence de la frustration de la population due à l'incapacité du gouvernement de résoudre les problèmes du pays. Aujourd'hui, tout peut arriver dans notre pays parce que les membres du gouvernement sont penchés dans leurs problèmes internes, leur guerre de clans, et le pays est complètement paralysé. Aucun problème ne peut être résolu. À la une également des médias, Ousmane Gawal hospitalisé. L'inquiétude grandit, s'étonne le Lynx.net. Selon son avocat, les conditions de détention à la maison centrale sont difficiles. De nombreux détenus parmi les opposants ont développé des pathologies qui nécessitaient un traitement à l'étranger. Mais hélas, nous nous sommes battus, nous avons tout fait pour que Cherif Ba soit évacué. On n'a pas pu parce que les autorités n'ont pas accepté qu'il soit évacué. Mosaïque de rapporter que la présence d'Ousmane Gawal n'est nullement liée à son état de santé. Sékou Keïta, conseiller en communication du ministère de la Justice, cité par notre confrère, balaye ainsi d'un revers de la main les informations faisant état des soins intensifs administrés au directeur de la communication du parti UFDG. Mosaïque encore d'écrire, si ça ne tenait qu'à la volonté du président, il n'y aurait ni de Guinéens en exil ni en prison. À en croire le ministre d'État Tibou Camara, porte-parole du gouvernement, le président Alpha Condé se sent mal à l'aise chaque fois qu'un Guinéen s'exile ou séjourne en prison. Cette déclaration du ministre d'État, ministre de l'Industrie et des PME, vient égratigner des opposants, eux qui pensent qu'Alpha Condé fait tout son possible pour éteindre toute voix discordante. Détention d'opposants en Guinée, Bogoula Abba appelle la CEDEAO à se réveiller, révèle Guinée Matin. Cela nous étonne parce que la CEDEAO doit être une CEDEAO des peuples. Mais comme vous l'avez constaté pendant la lutte de 2019-2020, l'organisation a été complaisante avec M. Alpha Condé. C'est ce qui a conduit à ces élections du 22 mars. Et c'est ce qui a fait qu'Alpha Condé a changé la constitution pour s'octroyer son troisième mandat, dénonce l'opposant sur la page du site d'information. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.